va vous présenter un peu l'agenda de la journée. Mais l'idée, c'est vraiment d'échanger avec vous sur les dispositions légales et réglementaires qui encadrent un peu les activités dans lesquelles, de manière générale, les opérations pétrolières et gazières, mais en faisant un focus un peu sur les aspects qui vous concernent le plus. C'est un exercice que nous devons perpétuer. J'ai rencontré la plupart d'entre vous, certains plusieurs fois, pour échanger sur des sujets de préoccupation. Je pense que de temps en temps, il est intéressant que tous se rencontrent, échangent et partagent les difficultés rencontrées, mettre l'accent également sur les aspects positifs de ce que nous sommes en train de faire. Je pense que tout le monde a gagné là-dedans. C'est des exercices que nous devons répéter régulièrement avec les différents acteurs dans leur sous-domaine spécifique. Vraiment, nous vous remercions d'avoir fait ce déplacement-là, donc d'avoir répondu positivement à notre rencontre. Je salue le type de collaboration que nous avons jusque-là. Ce n'est pas quelque chose d'aisé parce que vous avez commencé vos opérations, votre travail bien avant nous, notre arrivée. Et nous arrivons avec un cadre légal voilà, qui, comme tout le monde le sait, est un peu contraignant. Parce qu'il faut s'adapter, il faut changer des procédures, il faut respecter un certain nombre d'exigences. Ce n'est pas toujours évident si on a déjà démarré les activités et qu'on est en plein là-dedans. Mais donc nous saluons votre esprit positif. Vous avez tous compris que c'est une volonté politique et une volonté politique, voilà, elle ne se discute pas. C'est l'autorité politique qui a choisi d'aller dans un sens, donc de mettre un cadre légal, un cadre institutionnel, de choisir des hommes chargés de suivre tout ça, de surveiller l'application de la réglementation. Il faut que nous tous nous y mettions dans une approche positive, dans une approche solution. Des problèmes, il faut qu'on en ait, il faut qu'on en rencontre, c'est normal. Je dis même que notre vocation, c'est de résoudre des problèmes, nous tous, parce que nous sommes tous des managers. Donc, en tant que tel, voilà, de rencontrer des problèmes, c'est chose normale pour nous. Mais à chaque fois que ça arrive, nous devons aussi faire preuve de positivité, comme j'ai dit, et avoir une approche solution. Donc, si individuellement, on est appelé dans notre travail quotidien à résoudre des problèmes, si on se met ensemble, ça devrait être plus facile. Ça, c'est ma philosophie. Donc, je pense que, quelle que soit la difficulté, si les différents acteurs se mettent autour de la table et s'attaquent à la difficulté, il n'y a pas de raison qu'une solution, au moins consensuelle, soit trouvée. Donc, c'est ça. Donc, nous saluons vraiment votre compréhension à ce niveau-là et qui se traduit par voilà, un déroulement des activités sans sans de grands problèmes, je peux le dire comme ça. Et pour cela, nous vous remercions beaucoup et encourageons cette philosophie et cette façon de faire. Je vais laisser M. Lo vous lire l'agenda de la journée et après, on va entrer directement dans le vif du sujet. Merci. La présentation un peu du CNSL et de son rôle dans le cadre de ses activités pétrolières et gazières. Le rappel des obligations aussi des navires qui veulent opérer dans l'offshore sénégalais et des questions-réponses pour essayer de clarifier un certain nombre de flous qui gouvernent un peu le secteur depuis quelque temps, où le secrétariat technique reçoit aussi pas mal de plaintes et de complaintes de personnes qui viennent pour peut-être dire certaines choses peut-être qu'ils ne comprennent pas. C'est l'occasion aujourd'hui d'échanger là-dessus et de pouvoir tirer certaines situations au clair. De recherche et de partage de production
qui encadre contractuellement tout ce qui est opération, engagement de l'État et engagement également de l'opérateur, en tout cas au niveau de la JV, qui obligatoirement doit être créée dès l'arrivée d'une compagnie et dès l'obtention d'un permis. On met en place une JV où il y a Petrosen et les compagnies étrangères qui arrivent. Dans ce modèle-là, comme on le sait, il y a naturellement, pour parler de partage de revenus, ce qui est prévu, c'est qu'une partie des recettes soit affectée au remboursement des investissements consentis, qui sont très souvent des sommes énormes. Donc, il faut penser les rembourser. Donc, dans le modèle, il est prévu ce qu'on appelle le stop oil. C'est le pourcentage des recettes qui est affecté au remboursement de ces investissements. Et le reste constitue le profit oil. Et le partage entre l'État et les compagnies porte sur ce profit oil-là. En termes de chiffres, on peut, pour l'ensemble des contrats qui sont signés aujourd'hui, le cost oil, c'est entre 65 et 70% des recettes. On peut prendre 70 pour faire simple, parce que souvent c'est autour de ça que ça se stabilise. Donc ça veut dire que 70% des recettes sont affectées au remboursement des investissements. Le partage porte donc sur 30%. Les parts donc attendues par l'État, c'est sur cette assiette de 30%. Si on s'en tient qu'à cela, une bonne partie de l'investissement va ressortir et on risque d'avoir des désillusions parce que le peuple, l'opinion s'attend à des rentrées énormes de ressources budgétaires. Ce n'est pas très souvent le cas. Et donc, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'importance des investissements qui ont été faits. Le contenu local, donc, cherche à capter une partie de cet investissement-là qui a été consenti par des compagnies étrangères. Donc, la problématique, c'est comment faire pour qu'une partie de cet investissement reste dans le pays, que ça puisse profiter à l'économie nationale. Ça, les deux leviers essentiels, c'est le capital humain qu'il faut donc travailler à insérer dans les opérations. Et ça, on y reviendra au niveau de la loi sénégalaise. C'est assez clair. À compétence égale, c'est la préférence nationale. Et quand on associe étrangers et nationaux, il faut élaborer un plan de succession dans lequel on consigne comment, dans quelle approche et dans quel horizon on entend remplacer progressivement le personnel étranger par des personnels sénégalais. Ça, c'est au niveau capital humain. L'autre levier essentiel, c'est la sous-traitance des entreprises locales. Il faudrait travailler à donc placer à ce que les entreprises locales, le tissu industriel local puissent aussi participer à ces opérations-là et capter une part des parts de marché. Donc c'est vraiment les leviers. Bon, il y en a d'autres, peut-être les projets sociaux qu'on considère souvent comme marginaux, mais c'est aussi important que les différents acteurs, dans ce qu'ils appellent souvent la RSE, qu'ils concentrent aussi à participer à l'effort de développement national. Parce que, comme on le sait tous, dans nos pays, tout est à faire, tout est urgent et tout est prioritaire. Ce n'est pas comme dans les pays développés où on n'a pas à construire des écoles, des hôpitaux tout le temps, des routes. La plupart des grosses infrastructures sont réalisées. Ici, ce n'est pas le cas. C'est tout le temps des choses à faire. Donc, il est important que les acteurs à qui on offre la possibilité de gagner quand même de l'argent, qu'ils puissent redistribuer une part de leurs gains dans le financement de projets sociaux. L'autre aspect, c'est plus complexe, c'est le développement de l'industrie de transformation, ça c'est autre chose. Mais donc c'est pour dire que les deux aspects sur lesquels nous travaillons actuellement essentiellement, c'est le capital humain, le placement de ce capital humain-là et la sous-traitance des entreprises avec tout ce que ça comporte comme effort de formation, d'accompagnement pour la mise à niveau de ces entreprises-là. Ça également, nous sommes conscients, c'est quelque chose qui nous incombe parce que ce n'est que, quand on réussira
à accompagner le capital humain, à les former, à les certifier, à accompagner les entreprises dans leur effort de mise à niveau, qu'on pourra réellement prétendre à leur donner leur place, à la place qui leur revient dans ces opérations-là. Donc ce contenu local, comme vous le savez, il est extrêmement important. Aujourd'hui, l'objectif fixé par le président de la République, c'est d'atteindre 50% de contenu local à l'horizon 2030. Ça veut dire que sur les 70% qui sont affectés aux recettes, aux investissements, nous visons à l'horizon 2030 à réintégrer 35%, donc la moitié, dans l'économie nationale. C'est une ambition qui vaut ce que ça vaut, mais il faut une fois que c'est fixé, comme je dis, ce n'est plus à le discuter. Il faut maintenant travailler à réaliser cette vision-là, à en faire une réalité. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'aisé, mais nous comptons sur vraiment la compréhension, la participation, la volonté de tout un chacun pour que cet effort, cet objectif national soit atteint. Je ne vais pas trop garder la parole à ce niveau-là. Je pense que c'est des choses que vous comprenez tous. Je vous invite simplement, encore une fois, à davantage nous aider à réaliser cet objectif-là. Je vais passer la parole à M. Lo, qui va vous présenter un peu, comme il a dit, le cadre légal du contenu local, le cadre institutionnel et les différents instruments dont nous disposons. Merci. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'ANAM, qui est l'inspection du travail dans le secteur marin, qui s'occupe de tout ce qui est régularisation, contrat de travail, la situation des marins, leurs obligations en tant qu'employés et employeurs dans le secteur marin est gérée par l'ANAM. Nous nous occupons des aspects de contenu local dans le secteur pétrolier et qui touchent aussi en quelque sorte un peu le secteur des navires qui utilisent des marins sénégalais qui doivent travailler dans le secteur pétrolier. C'est la raison pour laquelle il est important aujourd'hui de vous inviter aujourd'hui pour discuter avec vous de ces grandes problématiques-là, mais de vous présenter aussi le cadre légal et institutionnel du secrétariat technique du contenu local en quelque sorte, avant de venir sur les obligations qui pèsent sur les consignataires et les opérateurs que vous êtes, pour pouvoir échanger sur les grandes problématiques, essayer de définir des solutions communes qui vont nous permettre, nous, en tant qu'autorité, d'atteindre notre objectif de 50% de contenu local d'ici l'année 2030. Par rapport au cadre légal, je pense qu'on en a assez parlé, mais il est important, la répétition est pédagogique, de rappeler le cadre légal et institutionnel de notre secteur qui est établi à travers la Constitution du Sénégal qui avait prévu que les ressources pétrolières appartiennent au peuple. C'est la raison pour laquelle il a prévu dans le code pétrolier des dispositions déjà de contenu local depuis 2019 avant même la mise en place de la loi sur le contenu local. L'article 25 de la Constitution est très clair là-dessus. C'est cet article qui pose le principe de l'appartenance de ces ressources au peuple et il a institué par la suite le comité national de suivi du contenu local pour faire appliquer la réglementation. Le code pétrolier a énoncé un certain nombre de principes quand même qui touchent le contenu local et ces principes tournent autour essentiellement de l'ensemble des initiatives que les acteurs doivent prendre pour permettre aux Sénégalais de pouvoir profiter des ressources pétrolières et gazières. Et ces initiatives tournent autour de l'emploi de la préférence nationale, des emplois nationaux, le principe d'entreprise locale que le législateur a créé pour permettre aux entités nationales qui appartiennent à des Sénégalais de pouvoir prendre leur part dans les activités pétrolières et gazières, et le principe de la transparence aussi, qui est un principe sacro-saint dans le secteur pétrolier et gazier, tout ça dans le respect des normes et standards de l'industrie pétrolière, bien entendu.
L'article 58 du Code pétrolier l'avait prévu ainsi. Si vous voyez les autres dispositions, c'est la loi de 2019-04 du 1er février 2019 qui a créé le contenu local avec ses décrets d'application. Il y a 3 décrets d'application principalement et un 4e décret qui vient préciser un décret d'application qui a été pris en 2020. Le décret 2020-247 qui est le décret qui fixe l'organisation et le fonctionnement du secrétariat technique du Comité national du suivi du contenu local. Il y a le décret 2061 qui organise les modalités de participation des investisseurs étrangers que vous êtes dans le secteur pétrolier avec les activités la classification des activités dans le secteur pétrolier et gazier. Il y a aussi le décret 2021-248 qui fixe les modalités et les fonctionnements d'un fonds d'appui que le législateur a créé pour participer au développement du contenu local. Le décret 2021-249 vient préciser tout simplement le décret 2065 pour corriger le tableau de classification qu'on avait oublié d'annexer dans le décret 2065, que le décret 2021 vient préciser pour corriger cet oubli. Ce cadre légal, une fois mis en place, a créé aussi un cadre institutionnel. Le cadre institutionnel, il y a 2 pôles. Le Comité national de suivi de contenu local, qui est la structure mère qui gouverne le secteur de façon globale et qui est composé de 15 membres composés des opérateurs, de la société civile, de l'administration sénégalaise, pour statuer sur les stratégies de contenu local de façon globale. Mais à côté de ce comité national de suivi de contenu local qui est en charge de la stratégie, de la mise en place de la stratégie de contenu local, il y a son bras technique et son bras opérationnel qui est le secrétariat technique qui s'occupe de la mise en œuvre de l'ensemble de la politique de contenu local au Sénégal. Les objectifs qui sont visés sont nombreux. On ne peut pas les citer tous, mais on rappelle que le but, c'est d'augmenter la valeur ajoutée locale et la création d'emplois dans le secteur pétrolier et gazier. Et favoriser surtout aussi le développement d'une main-d'œuvre locale, assurer la compétitivité des entreprises locales, développer les capacités nationales, favoriser le renforcement de la compétitivité et mettre en place un mécanisme de suivi, évaluation et de transparence pour assurer un suivi quand même de l'ensemble des obligations qui sont liées au contenu local. Les missions du secrétaire technique et les missions du CNSL de façon globale tournent autour d'un certain nombre de points qu'il convient de rappeler. Essentiellement, nous sommes chargés de la stratégie du contenu local, de la mise en œuvre de cette stratégie, de surveiller aussi l'ensemble des obligations de contenu local qui pèsent sur les opérateurs que vous êtes et d'essayer d'appliquer aussi la réglementation de façon rigoureuse pour atteindre l'objectif qui a été fixé par le législateur sénégalais. Parce que c'est des textes qui sont prévus dans les textes de loi. L'essentiel, c'était de vous présenter un peu nos missions essentielles qui tournent autour de ces points-là. Et il est important d'échanger avec vous pour vous dire que nous sommes votre interlocuteur direct pour pouvoir quand même faire du contenu local une réalité au Sénégal. Ça, c'est important de le noter. Et l'objectif qui a été fixé par le président de la République, 50% de contenu local, il faut que tous les acteurs y participent pour que cet objectif soit réalisé conformément aux obligations qui pèsent sur vous en tant qu'opérateur. Invitons tous, je dis bien tous, à s'inscrire. Ce n'est pas une invitation, mais c'est une obligation légale qui pèse sur vous de vous inscrire sur la plateforme de mise en relation. Parce que si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme de mise en relation, c'est une violation d'une obligation de contenu local qui est sujette à des sanctions. Et cela, il est important de le souligner ici. Et nous allons y revenir tout à l'heure pour pouvoir quand même discuter avec vous sur ça. Le législateur a essayé de classer les activités pétrolières et gazières en 3 régimes pour pouvoir voir en quoi et comment les opérateurs sénégalais qui sont là doivent profiter
de la politique de contenu local et doivent profiter des activités pétrolières et gazières. Nous avons mis aussi en place un autre levier qui est le fonds d'appui au développement du contenu local. Ce fonds d'appui au développement du contenu local est réservé certes aux entreprises nationales, mais doivent recueillir aussi la participation des opérateurs que vous êtes. Ils doivent participer à ce fonds, à alimenter ce fonds-là, parce que l'ensemble des cotisations qui seront versées à travers la plateforme seront versées au niveau du fonds pour assurer le développement du contenu local. Et cela, vraiment, nous vous invitons tous à y adhérer. Et j'invite principalement mon ami, le directeur général de BP, qui est présent, que je salue au passage, et Woodside, les deux opérateurs titulaires, de participer au développement du contenu local. Nous savons que vous faites beaucoup de choses, mais aussi c'est l'occasion de vous inviter à faire davantage. Le secrétaire technique, je pense lui-même, c'est ça qu'il attend de vous. Et puis, je pense que c'est l'occasion aussi de vous le rappeler. C'est important de le souligner que la plateforme de mise en relation électronique, c'est une plateforme de mise en relation. Il met en relation aussi bien les donneurs d'ordre que les opérateurs qui veulent travailler dans le secteur pétrolier et gazier. Et ça sera l'occasion aussi de pouvoir identifier les acteurs qui respectent les normes et standards de l'industrie pétrolière et gazière. C'est ça qu'il faut aussi souligner. Nous ne voulons pas quand même faire participer des acteurs qui ne respectent pas les normes de l'industrie pétrolière et gazière. C'est fondamental chez vous, c'est fondamental aussi au niveau du Sénégal. Nous savons ça et nous vous accompagnons aussi pour permettre à ces entités sénégalaises, surtout, de pouvoir obtenir cette capacitation afin de répondre à ces exigences internationales. La classification des activités pétrolières a été faite par le législateur sénégalais en 3 régimes, avec un régime spécial que l'on appelle une autorisation d'exclusivité. Les activités pétrolières qui sont classées en 3 régimes, le premier régime, c'est le régime exclusif, qui décrit l'ensemble des activités qui peuvent être exécutées, faites par des acteurs sénégalais. C'est ça la définition. Toute activité qui peut être faite par un acteur sénégalais est classée dans le régime exclusif dès lors qu'il respecte les normes et standards de l'industrie pétrolière. Le deuxième régime, c'est le régime mixte. Le régime mixte, ça nécessite peut-être un certain nombre d'exigences techniques, de capacités qui nécessitent quand même l'intervention d'une entreprise étrangère pour accompagner les entreprises locales. C'est pourquoi on l'a classé dans le régime mixte du fait de sa complexité. Mais on dit qu'on permet à une entreprise étrangère de venir exécuter cette activité-là, mais en collaboration avec une entité locale. C'est pourquoi on a prévu dans ce régime-là 2 modes d'association qu'il convient de préciser. Parce que dans la loi, il est clairement établi que vous devez faire une joint venture avec une entreprise locale. Dans cette joint venture-là, il faut que l'entreprise locale ait une participation de 5%. On a aménagé un peu pour alléger la situation, au lieu d'imposer uniquement une joint venture, qui peut être important aussi dans certaines situations, mais d'imposer aussi, de proposer du moins une convention de groupement qui allège la situation, qui ne nécessite pas la création de personnalités juridiques autonomes. Donc, cela va permettre aux entités étrangères de pouvoir participer dans l'activité pétrolière, mais en compagnie avec une entreprise locale, pour l'accompagner dans le cadre de la capacitation, dans le cadre du transfert de compétences, du transfert de technologie. C'est ça qui est important dans le régime mixte. Ce qu'on veut, nous savons que parfois la technicité est telle qu'une entreprise locale ne peut pas exécuter ce marché-là. C'est la raison pour laquelle on a insisté sur la collaboration avec l'entité étrangère, avec l'entité locale pour pouvoir assurer ce transfert de technologie et de compétences. Il y a l'autre activité qui est dans le régime non exclusif. Quand on dit régime non exclusif, c'est que l'activité, il est peanuts dans la classification des activités, parce que quand on fait le pourcentage, 99% des activités tournent autour du régime exclusif et du régime mixte. Donc il n'y a que moins d'1% qui tournent autour du régime non exclusif. Donc ça nécessite une certaine technicité où c'est le principe de la libre concurrence. Toute personne, de quelque nationalité qu'elle soit, que ce soit étrangère ou locale, peut exécuter cette activité-là. Mais il y a un 4e sous-régime que l'on appelle l'autorisation d'exclusivité. C'est lorsque le gouvernement décide d'autoriser l'exclusivité d'une activité à une structure. Je donne l'exemple des SSB. Pour l'ensemble des activités de
au niveau du port qui touche comment on l'appelle encore? L'activité de SSB là, c'est quoi? La base logistique, exactement. Tout ce qui touche la base logistique, par exemple, il y a une autorisation d'exclusivité qui a été octroyée à SSB et aucune entité, je dis bien, aucune entité n'a le droit d'exercer une base logistique au niveau portuaire sans pour autant passer par SSB. Ça, c'est un exemple d'autorisation d'exclusivité que le législateur sénégalais s'arroge le droit de donner à un opérateur ou bien à des entreprises. Voilà les régimes qui sont prévus dans la loi. Il y a aussi le fonds d'appui pour le développement au contenu local, qui est un fonds qui a été mis en place par le législateur sénégalais pour accompagner les entités locales. Ça vise à quoi? À contribuer à la mise à disposition de personnel qualifié, à contribuer à la capacitation des acteurs en charge et du suivi de la mise en œuvre de la politique de contenu local, à soutenir des actions de promotion de contenu local. C'est la raison pour laquelle j'ai invité tout à l'heure BP et Woodside à le faire, à soutenir la communication relative à la politique de contenu local, à concourir au financement des acteurs. Et ce fonds-là, il est logé au niveau du secrétaire technique et le secrétaire technique est l'administrateur de ce fonds. L'ensemble des contributions qui sont faites à travers la plateforme, les droits d'adhésion que vous versez à travers la plateforme sont versés automatiquement dans le fonds d'appui au développement du contenu local pour assurer la promotion du contenu local. En assurant la promotion du contenu local, en assurant la capacitation des entreprises locales, on participe aussi à vous accompagner dans l'exercice de vos missions. Parce qu'en tant qu'acteur qui est dans le secteur, vous voulez travailler avec des personnes compétentes, vous voulez travailler avec des acteurs qui connaissent le business, qui connaissent le milieu et qui répondent aux normes et exigences de l'industrie pétrolière et gazière. C'est la raison pour laquelle ce fonds d'appui est mis en place pour accompagner les acteurs locaux, certes, mais aussi qui attend de vous une certaine contribution pour assurer le développement du contenu local, proposer même la résiliation de plein droit du contrat. Donc les sanctions sont lourdes de conséquences. L'ensemble de ces problématiques-là qui gouvernent notre secteur et qui tournent autour de notre secteur. Voilà en quelques mots les rappels que je voudrais faire. Je vous remercie de votre attention. Merci.